Voilà, nous nous retrouvons sur les paramètres techniques de la FM. Nous avons déjà vu un certain nombre de choses et nous allons poursuivre avec les niveaux audio. J'avance sur mes slides. Les niveaux audio, voilà. Donc le signal audio sortant de la table de mixage doit être adapté au niveau nominal de l'émetteur. Sinon, si par exemple la table de mixage sortait à un niveau trop faible, on n'entendrait rien. Et si la table de mixage sort à un niveau trop fort, ça pourrait saturer dans l'émetteur et surtout dépasser l'excursion maximale permise par les autorités, ce qui on serait en faute et risque même que les autorités ferment la radio si on ne respecte pas les normes de diffusion. Donc peu importe comment c'est ajusté, mais il faut que ça soit équivalent entre la sortie, on va dire, de la table de mixage ou de l'ordinateur, peu importe, et l'entrée de l'émetteur, émetteur dans le sens codeur stéréo, s'il y a un codeur. Et donc pour régler ensuite l'excursion maximale permise, on va jouer généralement sur un potentiomètre ou par des menus affichés à l'écran de l'émetteur. On va jouer sur ce que l'on appelle la pente du modulateur qui nous permettra d'atteindre le niveau maximum sans le dépasser. Donc il y a plusieurs standards de niveau pour les appareils électroniques. Donc le moins 10 dBU, c'est les fiches RCA que l'on trouve, les fiches Cinch qu'on trouve derrière certains appareils grand public par exemple, qui sont aussi le plus 4 dBU, ça peut être aussi, ces mêmes fiches peuvent être aussi à des niveaux grand public comme ça aussi. Mais dans le monde professionnel, on va souvent se retrouver à plus 6 dBU ou à plus 12 dBU, suivant les pays. Alors ça donne des valeurs en termes de tension efficace, 3,08 V pour 12 dBU, ou ce qui va nous intéresser beaucoup lorsqu'on fait des mesures, c'est la tension crête à crête, parce que c'est 8 volts 72 crête à crête qui vont nous donner les 75 kHz à ne pas dépasser en diffusion FM. Mais on peut, comme les appareils de mesure en FM sont coûteux, on pourrait très bien le vérifier avec un oscilloscope dans le domaine audio. Donc, nous allons maintenant aborder un thème très important, celui de la préaccentuation dans l'émetteur et la désaccentuation dans chaque récepteur. Ce n'est pas très connu. Pourquoi y a-t-il ce phénomène? Donc, la préaccentuation permet de réduire le bruit qui est intrinsèquement ajouté lors d'une diffusion radio. Ce bruit est caractérisé en FM par un spectre dit triangulaire, un bruit qui augmente en s'écartant de la porteuse. Donc, dans une modulation mono, c'est une représentation mono. En stéréo, c'est plus compliqué que ça. Donc, je l'explique avec une représentation d'une diffusion en mono. On a les aigus génèrent des raies dans le spectre qui sont plus loin de la porteuse que ne le sont les graves. On voit les graves, ils sont serrés contre la porteuse, les aigus sont plus loin. Donc à la réception, on reçoit ce même spectre qui a été diffusé à l'émetteur, on le reçoit aussi sur le récepteur, mais à la réception, il y a du bruit qu'on voit la triangulaire qui est ajouté. Donc il y a plus de bruit qui est ajouté sur les raies aiguës qu'il n'y en a sur les raies graves. Donc pour compenser, alors ce bruit évidemment est démodulé, donc il est ajouté, il est même perceptible sur le haut-parleur. Donc pour essayer de gérer ce phénomène, de compenser ce phénomène, on fait une préaccentuation dans l'émetteur et une désaccentuation dans le récepteur. Alors, donc les enregistrements audio naturels, alors je parle bien de naturel, hein, pas de choses qui sont faites d'une manière, une manière informatique avec des ordinateurs, pas de la musique électronique. Donc, dans le domaine naturel, que ce soit la voix d'un homme, la voix d'une femme, même l'enregistrement d'un orchestre,
il y a moins d'aigus, les aigus sont moins importants que les graves. C'est une constatation naturelle. Voilà, ici on a par exemple ce qui est en moyenne, ce que l'on peut retrouver. Alors évidemment, un orchestre avec les cymbales qui ding, très, très aigus, on va se retrouver, vous voyez, sur la droite, la courbe numéro 1, il y a plus d'aigus. On voit par exemple que la voix féminine numéro 3, il y a plus d'aigus que la voix masculine numéro 1, et c'est l'inverse du côté des graves. Voilà, ce sont des statistiques, ceci. Donc le système de préaccentuation prend en considération cette caractéristique naturelle et on va renforcer donc, à l'émission le niveau des aigus. Et évidemment, pour se retrouver avec une sensation identique, on va rebaisser le niveau des aigus dans chaque récepteur. Donc chaque récepteur a une des accentuations qui n'est pas accessible. Contrairement dans un émetteur, la préaccentuation est accessible et il faut faire attention de la mettre une fois et une seule fois parce qu'elle peut être mise soit dans le codeur stéréo, soit dans l'émetteur. Il y a deux endroits où c'est possible, il faut la mettre qu'une seule fois, il faut choisir le bon endroit, mais ça fait l'objet d'un autre cours bien plus approfondi. Donc cette préaccentuation aussi dans l'émetteur, il y en a plusieurs, parce que suivant les pays, ce n'est pas toujours la même. Mais en France et aussi en Afrique, généralement, on utilise la préaccentuation qui s'appelle la 50 microsecondes. Donc, comment ça marche? Donc, le signal source, il est là à gauche, voilà, il a un spectre je le représente complètement. Il est préaccentué, donc on voit les aigus qui sont préaccentués à l'entrée du modulateur FM. Par contre, il y a la diffusion et le signal reçu, on a ce même signal et avec en plus le bruit. Et dans la désaccentuation du récepteur, on a désaccentué le bruit, voilà, on a diminué le bruit et le signal vraiment enregistré, enfin diffusé, lui, a été remis, on va dire, linéairement comme l'était le signal source, avec la même équalisation. Donc voilà, le signal préaccentué, et donc le bruit est diminué dans les aigus, ça permet... Mais alors ce système-là ne marche pas bien en stéréo, parce que en stéréo, les effets bénéfiques sont plus limités qu'en mono, à cause de la constitution du multiplex stéréo, qui est quand même spécial. Et on peut pas, il faudrait appliquer cette préaccentuation sur tout le multiplex stéréo, mais on ne peut pas parce que l'ordre de grandeur de la préaccentuation, c'est 1 décibel par kilohertz. Et comme le spectre stéréo monte jusqu'à 60 kHz, ça ferait du 60 décibels, ça serait une puissance énorme et ce n'est pas possible. Voilà. Donc le codage stéréo, c'est vers 1960 que la diffusion stéréo existe, est accessible au public, et on a adopté le système multiplexage fréquentiel qui permet toujours l'utilisation des millions de récepteurs monophoniques en service. Ça s'appelle la compatibilité ascendante. C'est-à-dire que les millions de récepteurs à l'époque, en 1960, c'était des postes à lampes, des gros postes là, avec des lampes à l'intérieur. Mais il y en avait quand même des millions dans les foyers européens, je dis. Et donc, ça coûtait très cher. C'était plus d'1 mois de salaire, un poste radio à l'époque. Ça coûtait très cher, donc ce n'était pas question de balancer ces postes-là pour acheter de nouveaux avec pour une diffusion stéréo. Donc il y a eu un système qui s'appelle multiplexage fréquentiel qui a été mis en place. Et donc ça prend compte que dans un enregistrement stéréo, donc par exemple en mono j'ai un seul micro en face de moi, en stéréo j'en aurai 2 sur les côtés, mais en stéréo, la composante des graves est pratiquement identique à la composante mono, mais dans les aigus, il y a de légers déphasages entre la gauche et la droite, notamment si je tourne ma tête, je vais me rapprocher du micro troqué à droite ou m'éloigner du gauche et vice-versa. Donc ça va déphaser légèrement le signal. Mais quand on va coder
parce qu'il y a un système de codage, on va coder la voix gauche et la voix droite, et cette voix gauche plus voix droite est pratiquement identique au signal monophonique, comme s'il avait été enregistré en mono. Et donc, on va aussi coder la voix gauche moins droite, qui va être sensiblement la différence de phase entre les deux voix gauche et droite. Très peu de différence de niveau, il y en aura un petit peu, mais c'est surtout la phase qui va jouer. Et ce codage-là de différence va être mis à part dans le signal multiplex, transposé, comme on l'avait vu auparavant dans le spectre du multiplex, on peut peut-être le voir là, il va être transposé, le gauche moins droite, transposé sur une porteuse supprimée d'ailleurs à 38 kHz d'une manière fréquentielle. Mais le gauche moins droite se retrouve à peu près identique comme si ça avait été un enregistrement mono. Donc tous les postes mono qui eux ne prennent que gauche plus droite, ils vont comprendre, même si c'est une diffusion en stéréo, ils vont restituer quelque chose qui est compréhensible, même s'il n'y a pas l'effet stéréo, mais du point de vue intelligibilité de ce qui se produit dans l'émission, il n'y a aucun problème. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Donc, la voix gauche plus droite est appelée M comme main, c'est pas mono, mais on dit mono, mais parce que ça correspond à la mono. Mais le terme anglo-saxon, le vrai terme, c'est main, et la partie gauche moins droite s'appelle S comme sub, c'est-à-dire complémentaire, et non pas stéréo parce que la stéréo c'est le total, c'est pas que la partie qui a été rajoutée. Et pour cela, cette modulation de gauche moins droite est centrée à 38 kHz sur une bande qui fait aussi plus ou moins 15 kg d'occupation spectrale, soit de 23 à 53 kg. Donc cette map est ignorée par les récepteurs mono, par filtrage, mais elle est démodulée dans les récepteurs stéréo. Et il faut une raie à 19 kg pour piloter le décodeur stéréo de chaque récepteur stéréo. Donc voilà, donc on se retrouve avec un spectre comme celui-ci, gauche plus droite, qui est toujours de même nature que l'audio, 40 à 15 kHz, 40 Hz, 15 kg, et le gauche moins droite, qui est 2 fois 40 Hz à 15 kg, mais centré sur 38 kg, une bande inférieure et une bande supérieure. Et ça, c'est donc le codeur stéréo. Donc, on rentre chaque voix, gauche et droite. Il y a la préaccentuation qui est faite, un filtre passe-bas qui coupe à 15 kg, et l'opération de faire gauche plus droite, qui est emmenée vers un sommateur, l'opération de gauche moins droite, qui est emmenée vers un modulateur MAPS, modulation d'amplitude à porteuse supprimée, auquel on rajoute, on ne rajoute pas, mais dans l'oscillateur MAPS, lui a besoin d'un oscillateur à 38 kHz. Et à partir de ce 38 kHz, on divise par 2 et on fabrique le pilote à 19 kHz. Et donc la partie M, la partie S et la partie pilote sont sommées dans un sommateur. En électronique, c'est très facile à faire, c'est un simple composant. Et tout ça, ça donne le multiplex stéréo qui est appliqué à l'entrée du modulateur FM. Alors, je vais parler, il me reste quelques minutes, une minute, de parler du RDS. Le RDS est un système de diffusion de données. C'est encore transporté sur une autre sous-porteuse du signal MPX qui est placée à 57 kg. Il existe aussi d'autres systèmes de diffusion comme le DARC, mais ce sont des clients professionnels et pas les autoradios, par exemple. Alors, le RDS, c'est très compliqué. C'est du numérique. Il y a donc plusieurs applications dedans qui sont transportées sur ce qu'on appelle des adresses. Donc il y en a 32, 2 x 16, qui vont de 0A à 15A et de 0B à 15B. Et chaque application a son adresse quelque part. Et donc je ne vais pas les détailler parce qu'on va dépasser le temps. Ça ferait l'objet d'un autre message si un jour vous êtes intéressé par le RDS. Je vais parler plutôt des applications qui sont supportées par les autoradios. Donc ce que l'on connaît en premier, ce que l'on voit dans un récepteur, un autoradio, c'est le nom de la radio, ça s'appelle le PS,
programme, je ne sais plus ce que ça veut dire, enfin le nom du programme. Donc on peut mettre le nom de la radio, comme ça quand on est dans l'autoradio, on peut savoir quelle radio on écoute. Il y a aussi un accord automatique de fréquence, donc la fréquence elle est mise, et ça c'est utile quand on change de même radio dans une autre zone. Voilà, c'est pour aller plus vite, pour retrouver la fréquence. Quand on quitte la zone, qu'on revient, c'est pour retrouver plus vite la fréquence de l'émetteur quand on appuie sur la touche de l'autoradio et si on veut choisir notre radio préférée. Il y a aussi des commutations TA, Traffic Announcement. Ça, c'est beaucoup utilisé sur les autoroutes en France notamment. S'il y a un problème sur les autoroutes, un accident, eh ben, on va activer le TA et puis ça va remonter automatiquement le niveau de l'autoradio, voire même faire changer de fréquence et venir sur la fréquence de l'autoroute pour vraiment que le conducteur entende le message d'avertissement de sécurité. Bon, il y a aussi ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est le radiotexte, et ça c'est pour les tuners de salon ou les autoradios de nouvelle génération, parce que c'était interdit jusqu'à présent. C'est-à-dire que non seulement on a vu tout à l'heure l'affichage du nom, le PS, mais là dans le radiotexte, on peut faire défiler un texte, on peut dire le nom de l'artiste qui est en train de se produire, on peut donner le téléphone de la radio, etc. On peut faire défiler plein de choses à un certain rythme, et donc l'auditeur peut voir ces choses-là. Le radiotexte est quelque chose d'intéressant. Voilà, j'ai terminé. Je crois que j'ai dépassé aussi le temps. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis donc à bientôt pour d'autres sessions plutôt techniques sur la FM. Merci.